Bon, ça c'est un autre travail que nous avons fait. Bon, moi je suis une passionnée de plein air et de ski nordique et donc j'essaie de mettre à profit ces balades que je fais pour des études. Donc là, c'est toujours pour des questions d'évaluation des réserves contenues sous forme de neige sur les hauts plateaux et pour que nous avons fait cette tentative d'étude. Donc là, nous savons qu'ici au Liban, le couvert nival constitue la principale source d'alimentation des nappes profondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, nous avons, cette année, on a eu très très peu de couvert neigeux, très très peu. Est-ce que les pluies ont réussi à recharger nos nappes souterraines? C'est pas sûr, parce qu'une pluie, si elle est diluvienne, elle va ruisseler, elle ne va pas s'infiltrer. Tandis qu'un couvert neigeux, parce qu'ils fond lentement, permet à l'eau de s'infiltrer dans les nappes souterraines. Aujourd'hui, nous avons des besoins croissants en eau, donc il y a des besoins de luxe, il y a l'irrigation, il y a les besoins de la vie quotidienne, parce que l'urbanisation, elle va croissant aussi. Depuis 2000, nous essayons d'évaluer ces réserves de surface en faisant des coupes et tout ça. Et bon, à l'ESIB aussi, ils ont essayer d'extrapoler des mesures ponctuelles pour une évaluation sur l'ensemble du couvert. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la fonte lente des névés de fin de saison permet l'alimentation en continu des nappes phréatiques et retarde le tarissement des sources à l'étiage. Aujourd'hui, en 2010, nous sommes dans une situation où l'étiage, c'est-à-dire le tarissement des sources, va se produire au moins un mois plus tôt. Ça veut dire que déjà en novembre, les années précédentes, on a des coupures dramatiques d'eau. Et est-ce que cette année, nous aurons de l'eau en décembre? On peut se poser la question dans nos robinets. Alors, si on arrive à connaître les volumes de neige résiduels et à mesurer le temps de réponse du terrain à la baisse puis à l'arrêt des infiltrations, on pourrait prévoir et gérer la diminution radicale des réserves souterraines. Donc nous avons fait une étude sur deux types de hauts plateaux, le Jabal al-Jred qui se situe au-dessus de Faraya et Harajel et le plateau de Ayoun el-Siman. Alors le Jabal al-Jred a beaucoup de dolines, c'est des formations géologiques qui sont infiltrantes, donc ce sont des dépressions circulaires fermées, donc si vous avez de la neige dedans, elle est piégée, elle ne ruisselle pas à l'extérieur, elle est obligée de s'infiltrer. L'eau de fonte est obligée de s'infiltrer. Sur les hauts plateaux de Ayoun el-Siman, vous avez des avennes c'est un peu identique, mais ça a une forme d'entonnoir. Et vous avez aussi un relief ondulé qui, en quelque sorte, piège également la neige et qui empêche les eaux de fonte de ruisseler. Alors, est-ce qu'il est possible d'évaluer ces quantités d'eau solide? Est-ce que là, on a essayé de développer une méthodologie à l'aide du modeleur volumique et d'images à très haute résolution dans le visible pour calculer le volume de névé, en modéliser la densité et pouvoir en estimer l'équivalent en eau, c'est-à-dire la réserve d'eau qu'il constitue. Donc, dans les études précédentes qu'on avait fait avec un appareil, ici, on essayait de mesurer la densité de la neige, c'est-à-dire sa teneur, ou plutôt sa teneur en eau liquide, qui équivaut au volume par la densité de cet échantillon complet. Malheureusement, à cause d'un métamorphisme important de la neige, à cause des changements brusques de température, des changements importants de température qui entre le jour et la nuit, il y a des couches qui gèlent et on n'arrive pas toujours à enfoncer la sonde. Donc on a des informations qui manquent. Là, je vous montre ici une image satellite du plateau de Jabal al-Jred sans neige. Ici, une image avec une neige en fin de saison de fonte. On a pris une petite zone ici. Et là, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc, vous avez ici les dolines qu'on voit à partir de l'espace. Et là, les névés qui sont piégés quand on va se promener sur le terrain. Ça, c'est... Donc, pour pouvoir avoir un modèle numérique d'altitude de grande précision, on a mis à contribution une petite collaboration qu'on avait avec le SGT, donc l'école supérieure des géomètres topographes,
Et là, on a modélisé en relief, donc on a modélisé la topographie de 6 dolines. Nous pouvons observer ici en volume. Je m'excuse, il ne répond pas vite l'ordinateur. Donc à partir de l'image où on a les névés, le modèle volumique nous permet de cerner le pourtour de ces névés à l'aide de polygones. Et ces polygones nous permettent de créer ce qu'on appelle un filtre neige. C'est-à-dire là où il y a de la neige, le filtre va avoir une valeur de 1. Là où il n'y a pas de neige, le filtre va avoir une valeur de 0. À partir de là, on va reconstituer le modèle numérique d'altitude, c'est-à-dire qu'on va vider tous les endroits où il y avait de la neige, recalculer leur altitude à partir du pourtour du modèle numérique précédent. Là, ça va nous donner des différentes surfaces. Ça va nous donner la surface du névé. Maintenant, bon, cette surface, le modeleur nous permet de l'attendre ou de la détendre et en fait, ce qu'il faut chercher à retrouver, c'est la topographie du névé tel qu'il est en réalité, ni concave ni convexe, mais relativement plan. On peut aussi l'ajuster avec des mesures de surface. Donc ici, vous avez une personne qui a une mire et on avait un appareil de mesure pour retravailler la topographie de ce névé. Donc avec le modeleur volumique, on peut également faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire en quelque sorte cartographier ces névés à l'intérieur du modèle numérique d'altitude. On peut individualiser les névés, donc effacer, éteindre le terrain. Donc là, ça nous laisse les névés et on a ici leur volume. On peut également modéliser la densité de la neige qu'on aurait calculée sur le terrain. Cette densité, on peut l'exprimer en coupe et donc avec donc ces échantillons de surface, on peut calculer l'équivalent en eau. Et là, on se rend compte que l'équivalent en eau, donc la réserve, elle est à peu près égale à la moitié du volume. Pour des études prochaines, il faudrait que nous cherchions à évaluer, à voir quel est le lien entre les quantités mesurées et le débit des sources tributaires de l'aquifère, c'est-à-dire le temps de réponse du terrain à l'arrêt des infiltrations. Toujours quand je fais un exposé, ça me permet de lancer un appel à la préservation de ces hautes zones. On dépend la quantité et la qualité de notre eau, c'est-à-dire notre survie. Et bon, pour exemple, je vous mets ici le projet de Zénith Sannin qui devait se réaliser il y a quelques années. Bon, pour l'instant, il n'a plus été mis en œuvre, mais ce n'est pas plus rassurant parce que les terrains de Zénith Sannin ont été vendus à M. Fattouche, le frère de l'ancien ministre qui a toutes ses carrières, et donc on peut se demander à quoi serviront ces terrains ultérieurement. Ici, nous sommes sur les hauts plateaux du Sannin. Vous voyez que le Sannin est un véritable château d'eau qui contrôle 5 des plus grands fleuves du pays, dont le Litani. Et il y a au moins 500 sources sur le pourtour du Sannin. Donc si on urbanise ce château d'eau, ou si on enlève les roches et tout ça, et si on empêche l'eau de s'infiltrer, ça voudra dire qu'on va diminuer d'autant les sources, le débit des sources qui sont tributaires de cet aquifère. Et là, donc, cette surface, je l'ai reportée ici sur une image de Google Earth. Donc là, vous pouvez vous rendre compte un petit peu de l'importance de ce projet. Donc là, vous avez Baskin, Taka'arrin, et voilà. Et puis, toujours, je déplore que ces hautes zones, qui sont des zones de ressourcement, comme ici, vous voyez une image qui a été drapée sur un modèle numérique d'altitude et où on a positionné les différents couvents maronites de la région, je crois, de Bagdad ici. Et vous voyez les couvents maronites ici se situent sur les principaux sommets. Ah bon, là, j'avais mis une question, merci.